Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test entre guillemets tant attendu du Sony RX100 Mark III. Vous le savez déjà puisque vous avez déjà dû lire le titre de la vidéo. Mais alors c'est un test comme vous le voyez à la longueur de la vidéo qui est assez long parce que je veux vraiment faire un test très détaillé et le plus complet possible. Mais je risque d'oublier des choses, je le dis d'avance. Si j'ai omis de dire quelque chose que vous souhaitez rajouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Alors, cette vidéo va être coupée en 3 parties. La première, qui est celle qu'on va faire tout de suite, consiste à parler de l'appareil en lui-même, la qualité de fabrication, la prise en main, etc. Une deuxième partie sera la qualité photo et toutes les interfaces de l'appareil qui vont avec, toutes les configurations possibles, etc. Et la troisième partie sera la qualité vidéo et ainsi que les interfaces vidéo, les configurations comme en photo. Donc si une des parties ou une seule partie vous intéresse, vous pouvez regarder dans la description en dessous de la vidéo, vous avez le minutage pour savoir à quel moment il y a les différentes parties. Voilà. Bon, l'appareil en tant que tel, si vous avez déjà dû en entendre parler, s'il vous intéresse, alors sincèrement, quand on le voit sur internet, il paraît plus gros qu'en réalité. Il est assez petit. Cependant, il est quand même assez épais. Vous voyez que si je le mets dans ma poche, j'ai une poche d'un pantalon assez standard qui n'est pas immense. Vous voyez qu'il rentre sans problème, mais pourtant, j'ai quand même l'air un peu bizarre. Quand on marche dans la rue avec ça dans la poche, on le voit, c'est pas si discret que ça. Mais il est quand même compact car il permet de rentrer dans la poche. Sur la face avant, on va dire, là donc on a le logo, une petite vignette Zeiss, parce qu'on a une optique Zeiss, on y reviendra plus tard. On a évidemment l'optique avec quelques précisions, un vario sonar avec le T-coating, quoi. On a l'ouverture, f1.8 ou f2.8, on y reviendra aussi plus tard. Et la focale de l'appareil, donc c'est 8,8 vers jusqu'à 25,7 mm. Alors c'est pas du 35, équivalent 35 mm, en équivalent 35 mm, ça fait très précisément du 24-70, ça c'est classique, c'est standard. Autour, on a une bague de réglage qui peut être configurée. On y reviendra également plus tard quand on sera dans l'interface. Ici, on a encore quelques petites précisions techniques. Là, on a la petite LED d'aide aux mises au point, l'endroit qui émet la lumière de mise au point pour l'aide à la mise au point. Et ici, on a le zoom. Voilà. Donc, ici, les lignes, ça fait partie du design. Ça n'a pas d'utilité directe. Ici, on a évidemment le logo Sony, le logo Zeiss ici. Voilà, sur la tranche droite, on a un petit endroit dédié à l'accroche d'une dragonne. J'admets avoir été déçu par la dragonne fournie avec l'appareil, parce que vous voyez, il est impossible de la serrer. Donc en fait, quand vous êtes avec la dragonne, quand l'appareil bandouille comme ça, on a toujours peur qu'en fait elle glisse et que l'appareil tombe. Alors qu'une dragonne, l'intérêt c'est ça. J'ai été très déçu par ça parce que sur mon très vieille Canon Digital Xus 700, on avait une super dragonne qui est très très simple, hein, mais pourtant qui est super performante dans le sens qu'elle a ce petit élément, vous voyez, que vous pouvez pousser comme ça pour serrer complètement votre poignet. Voilà, et là, on a un espèce de cercle, un truc beaucoup plus serré qui fait que quand on tire, eh ben, c'est tellement serré qu'on ne peut pas enlever la dragonne. Donc j'aurais préféré largement que Sony mette une dragonne de ce type avec son RX100 Mark III. Une prise multi-interface. Alors, c'est une prise micro USB, très bien. C'est super parce qu'on peut charger l'appareil en micro USB. Si vous avez déjà par exemple un smartphone qui charge en micro USB, vous n'êtes pas obligé de trimballer un deuxième chargeur, ça c'est très bien. Mais alors pourquoi c'est écrit multi et pas micro USB tout simplement? C'est parce que cette prise micro USB peut également être utilisée pour connecter une télécommande à cet appareil qui est disponible sur le store de Sony par exemple. Alors tout de suite un petit défaut, une petite remarque sur l'appareil. Vous voyez là, le truc qui tient le cache ici, ça fait un peu bas de gamme, hein. Je trouve que, je le dis tout de suite, alors le prix de l'appareil risque de varier dans le temps, mais là, mi-novembre 2014, cet appareil coûte environ 750 €. On peut le trouver moins cher, parfois à 700, parfois un peu moins, mais aujourd'hui il coûte 750 €. Imaginez que le prix va baisser dans le temps, mais voilà, c'est son prix actuel, et je trouve que là, alors, cette petite accroche pour ce cache là est un peu indigne d'un appareil aussi cher. C'est un peu une honte je trouve, mais bon. Ici on a une prise micro HDMI, intéressante parce qu'elle est non compressée. Donc vous pouvez raccorder votre RX100 Mark III à
un enregistreur externe et enregistré dans la meilleure des qualités possibles. Ici, on a un petit rappel qu'il est compatible Wi-Fi, cet appareil. On reviendra sur l'utilité du Wi-Fi sur cet appareil plus tard. Sur la tranche gauche, on a un autre trou ici qui peut penser, enfin, on peut penser que c'est fait pour une dragonne, mais c'est plutôt fait pour pouvoir mettre une bandoulière. Donc vous l'accrochez ici et ici, puis vous avez une sangle qui vous permet de le porter en bandoulière. Ça peut être très pratique, si vous aimez ça. Ici, on a le petit switch finder, donc en fait qui veut dire viseur en français. Depuis le début de la vidéo, vous avez peut-être remarqué que quand on l'éjecte en appuyant sur le bouton là à gauche, ça allume l'appareil. Même chose, quand vous le repoussez, enfin quand vous le rangez, ça éteint l'appareil. Bon, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce petit détail. Moi, personnellement, je trouve ça pratique, parce que quand vous le rangez, bah voilà, vous rangez l'appareil, ça peut être très pratique. Mais c'est vrai qu'une option dans les réglages aurait pu être sympathique afin de paramétrer l'extinction et l'allumage en fonction de l'ouverture ou non. Alors, pour qu'il fonctionne, il faut appuyer là, et ensuite il faut le tirer. Vous voyez, il y a Pool qui est écrit ici, donc il faut le tirer jusqu'ici. Si vous le laissez comme ça, vous ne verrez rien. Alors, il est bien dans le sens qu'il a un détecteur de proximité intégré, qui est ici, en fait, c'est le petit... attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est l'espèce de petit rectangle ici, là, vous voyez, au-dessus de mon ongle. En fait, il est là, le détecteur de proximité. Et donc, en fait, quand vous passez votre doigt, là, donc là, l'intérêt, c'est votre œil, ça allume, vous voyez, le viseur. Très pratique. Alors là, j'ai un petit reproche à faire. C'est que, en gros, c'est votre œil droit qui va venir se coller au viseur. Et le problème, parce que l'œil droit, parce que c'est beaucoup plus confortable, mais le problème, c'est que votre tête, en gros, sera à gauche de l'appareil. Et donc, si vous n'êtes pas vraiment collé au viseur, ça ne cachera pas le capteur de proximité et donc le viseur ne s'allumera pas. Ça m'est arrivé, en faisant pas très attention, d'être pas l'œil collé au viseur, que en fait le viseur s'éteigne légèrement, une seconde ou deux, à cause du fait que je ne sois pas assez proche du capteur de proximité. Donc c'est un petit défaut, mais c'est sûr que quand on regarde le design, on se dit qu'il aurait été difficile de le mettre à gauche, le capteur de proximité. Mais si dans la génération 4 du RX100, Sony trouvait un moyen de le mettre à gauche, ce serait mieux parce qu'il y aurait moins de problèmes, je pense. Alors, d'un point de vue technique, ce viseur, il possède une résolution de 1,44 million de points, ce qui n'est pas le plus haut de gamme actuel. Les plus hauts de gamme, c'est plutôt autour de 2,5 millions de points. Mais cependant, je trouve que la résolution est correcte. Sincèrement, je n'ai pas été gêné par ça. Le viseur n'est pas très grand. Alors je peux vous le montrer là avec la caméra, mais ça a peu d'intérêt, mais je vous le montre quand même. Alors je vais zoomer un peu avec mon appareil photo, avec ma caméra, ça permet... Alors, quelques petites précisions avant. Le viseur, il affiche exactement les mêmes choses que l'écran. En fait, le viseur électronique, si vous êtes habitué au viseur optique, ça va vous surprendre, peut-être dans le mauvais sens du terme. Puisqu'en fait, c'est comme un petit écran. Donc quand vous regardez, c'est complètement numérique. C'est un petit écran que vous regardez. Et donc là, on a des réglages qui s'affichent. Alors j'espère que vous voyez bien. C'est dur à montrer. Voilà. Donc là, on a en bas, vous voyez les réglages. Donc la durée d'exposition, l'ouverture, etc. Les ISO, machin. En haut, on a la batterie, le mode de la qualité vidéo, le codec, etc. Enfin non, on n'a pas le codec affiché, mais bref. La qualité, donc là on a X-Fine en JPEG, 20 millions de pixels en 3,5. A pour priorité ouverture, et il me dit que j'ai pas de carte mémoire. Voilà. Ça, c'est le niveau minimal de réglage affiché. Vous ne pouvez pas en mettre moins que ça. Vous ne pouvez pas mettre que l'image affichée en direct. Vous pouvez cependant en mettre plus. Alors pour ça, il faut aller tout simplement dans les réglages. Alors, je ne vous l'avais pas encore montré, mais vous voyez, il y a beaucoup de réglages dans cet appareil, et c'est un peu déstabilisant à la première vue. Mais si vous voulez régler ça, donc il faut aller dans Paramètres, vous allez dans la roue codeuse, sur le deuxième volet, vous appuyez vous allez dans Bouton Display, et là vous pouvez régler soit pour l'écran, soit pour le viseur. Si vous allez dans le viseur, vous voyez que vous pouvez afficher pas d'infos, donc comme je viens de vous montrer. Vous pouvez également afficher toutes les infos. Donc là, vous voyez qu'il y a tous les trucs, le mode de focus, le mode de flash, etc. Affichage graphique, alors ça c'est juste un petit détail qui vous permet d'afficher la profondeur de champ, la vitesse, etc. Ici vous avez un histogramme, donc c'est la petite courbe ici qui peut être utile effectivement, et un niveau qui peut être utile aussi. Par exemple, si je clique sur le niveau et que j'appuie sur Entrée, c'est enregistré.
et que je regarde dans le viseur, donc là vous verrez un peu, et que j'appuie sur Display, parce qu'il y a plusieurs modes, donc j'appuie sur Display, clac, et bien là, ah, attendez. Voilà, vous avez le viseur qui s'affiche et qui montre le niveau par rapport à la gravité, etc. Donc c'est super de pouvoir paramétrer ça, et comme vous venez de le voir, en fait, on peut le paramétrer également pour l'écran. J'y suis passé rapidement tout à l'heure, mais pour l'écran, on peut afficher toutes les infos, et on peut afficher exactement la même chose dans le viseur que dans l'écran ou non. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que moi j'ai choisi d'afficher que ça pour l'écran, et dans le viseur, j'ai la même chose, mais j'aurais pu mettre plus de détails dans le viseur que dans l'écran, ou l'inverse. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. On peut vraiment personnaliser à fond l'affichage du viseur et de l'écran, et ça, c'est une super idée. Ici, on a un logo bizarre qui veut dire logo NFC. En fait, la puce NFC de l'appareil est ici. L'intérêt d'avoir une puce NFC et une compatibilité Wi-Fi sur un appareil photo comme celui-ci, c'est que si vous avez une de vos photos, par exemple celle-ci, que j'ai prise quasiment à l'instant, qui est, vous voyez, vous avez le logo NFC, là, qui est le même qu'ici. Et bien, si vous avez un appareil un smartphone pardon, iOS ou Android uniquement, malheureusement, ça c'est un des défauts, ça n'est pas disponible pour Windows Phone notamment, c'est vraiment dommage. Mais si vous avez un appareil Android ou iOS, au mieux Android avec une puce NFC, vous n'avez qu'à toucher quand vous visualisez une des photos la puce NFC qui est ici avec l'endroit NFC de votre appareil. Donc là, il faut chercher un peu. Voilà, ça lance Play Memories, l'application Play Memories. Et ça va tout simplement copier l'image depuis votre RX100 Mark III vers votre smartphone. Vous voyez, ça copie. Donc c'est un peu lent parce que la carte mémoire que j'ai dans cet appareil est très lente, mais ce n'est pas la faute de l'appareil, hein, ça peut être beaucoup plus rapide. Alors j'ai un petit défaut, c'est que des fois ça ne marche pas, des fois c'est très long, des fois il faut plusieurs minutes pour que le copiage commence, donc c'est un peu dommage, mais bon, vous voyez que là ça marche. Et une fois que c'est copié, il vous suffit d'aller tout simplement dans votre galerie, et vous avez les photos qui sont chargées en résolution originale. Vous voyez, donc là on voit pas bien, mais on peut zoomer dans l'image, on peut tout faire, et on est bien dans la résolution originale. Donc on voit ici qu'elle fait 12,89 Sony RX100 Mark III, etc. Et c'est super d'avoir une telle fonctionnalité, de ne pas être obligé de passer par un ordinateur pour copier des photos. A noter que si vous avez un appareil Android ou iOS qui ne possède pas de puce NFC, vous pouvez toujours l'envoyer uniquement par Wi-Fi. La manipulation est juste un tout petit peu plus agaçante. Il vous suffit d'appuyer sur la touche FN, fonction. Vous voyez, il y a un petit logo comme un smartphone avec un envoi dessus. Vous appuyez dessus et vous pouvez choisir d'envoyer cette image, toutes les images de cette date ou plusieurs images. Donc si vous choisissez par exemple cette image, vous cliquez, ça lance le truc, le processus, et vous avez juste besoin de vous connecter avec l'application sur votre smartphone pour lancer la copie. Ce que je trouve assez triste, c'est que si vous en avez un, vous devez le savoir, la majorité des smartphones Windows Phone possèdent une puce NFC, alors que par exemple les appareils iOS n'en possèdent pas. Donc je trouve que, encore une fois, Sony pourrait faire un effort pour proposer une application Play Memories sur Windows Phone. À partir de là, vous pouvez également envoyer une photo en appuyant toujours sur menu onglet sans fil, envoyer vers un ordinateur. Mais il faut le logiciel Sony installé sur votre ordinateur pour que ça fonctionne. Donc je n'ai pas vu trop d'intérêt par rapport à une carte mémoire. C'est pas forcément plus rapide. Donc je m'en suis pas servi, mais c'est possible. Une autre fonctionnalité sympathique, c'est que quand vous êtes dans le mode prise de photo comme ça, si votre appareil est NFC, mais comme je vous l'ai montré à l'instant, il est possible également de le faire si votre appareil n'est pas NFC. Si vous touchez pendant la prise de photo la puce NFC avec votre appareil, ça lance Play Memories application sur votre appareil, et en fait, votre smartphone, ou même tablette, hein, ça peut être un iPad aussi par exemple, va servir de télécommande à votre appareil photo. Alors l'idée est absolument géniale, mais vous voyez, c'est un petit peu long à se connecter. Je vais vous simplifier la visualisation de cette démonstration. Vous voyez, c'est un peu long à se connecter, c'est un peu dommage. Et des fois, j'ai eu des bugs où ça restait 5 minutes comme ça, littéralement 5 minutes, et ça ne se connectait jamais. Donc vous voyez, c'est un petit peu long. Je vais vous accélérer ça jusqu'à ce que ça soit connecté. Voilà, ça vient juste de se connecter, vous voyez que ça a mis presque 1 minute, donc c'est atrocement lent. Et ça, c'est un vrai défaut de cette application, elle n'est pas forcément très rapide, ni à se connecter, ni à utiliser. Une fois que vous êtes là, donc là, vous voyez, le sujet n'est pas forcément très intéressant, mais vous voyez, je vais mettre ça comme ça.
Vous avez l'affichage de votre appareil qui se fait en fait sur le smartphone. Vous voyez que le délai de rafraîchissement est plutôt bon, c'est pas si lent que ça. Et depuis là, vous pouvez zoomer. Donc vous voyez, c'est pas très rapide, mais ça reste correct. Voilà. Vous pouvez régler uniquement malheureusement la correction d'exposition. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu lent, hein. Ça fonctionne, mais c'est un petit peu lent. Le temps de réponse est un peu bon. Voilà, là on peut mettre à +1 par exemple. On peut prendre, oh voilà, bon, je fais des bêtises, mais c'est pas grave. On peut prendre une photo. Voilà, il a pris la photo, il va la copier sur mon smartphone. Malheureusement, il ne la copie pas en résolution originale dans ce mode-là. Vous pouvez également prendre des vidéos. Enfin là, bon là je suis dans les réglages, vous pouvez... Ah bah non, je dis des bêtises, on ne peut pas prendre de vidéos. Donc c'est bien dommage. Vous pouvez accéder à quelques réglages ici, donc le retardateur, hein, vous n'avez pas d'option, vous n'avez qu'une option de 2 secondes, c'est assez dommage. Réglage pour smartphone, on peut voir combien de temps s'affiche la photo, on peut le désactiver également, ce qui est bien. On peut ne pas le configurer pour que ça ne s'enregistre pas sur votre appareil, que ça s'enregistre uniquement sur la carte mémoire de votre appareil photo. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On a enregistré les informations d'emplacement, donc via le GPS de votre smartphone. On peut activer un quadrillage, plutôt sympathique. Et vous pouvez également activer un mode miroir. Voilà. Assez standard, on peut visualiser les photos que vous avez prises, c'est plutôt pas mal. Et on peut retourner au mode photo, on peut la partager. Voilà, rien d'extraordinaire. Je suis un peu déçu par ce système parce que l'idée est excellente. Mais je trouve que, vous voyez, le délai de réaction est assez bon, mais je trouve qu'il manque d'options. On ne peut pas régler l'ouverture, les ISO, la durée d'exposition, etc. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que là, il y a un très bon potentiel, hein. L'interface pourrait être très rapide et tout, surtout que le délai de rafraîchissement, vous voyez, est assez rapide. C'est pas instantané, mais c'est très très bon. Donc Sony a encore des progrès à faire, mais l'idée est excellente. En dessous de l'appareil, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une petite étiquette et quelques mentions, notamment fabriqué en Chine, pas au Japon, c'est un peu dommage. Ici, les 3 petits trous, c'est le haut-parleur de l'appareil, hein, qui sert à, par exemple, lire les vidéos que vous avez enregistrées. Alors cet haut-parleur, tout de suite une petite critique, il sature très vite. Ça, c'est un peu surprenant, parce que si vous enregistrez une vidéo dont le son est fort de la vidéo, vous allez l'écouter sur l'appareil, vous allez dire « Mince, le son sature, le micro a dû saturer », mais non, le micro ne sature pas. Quand vous écoutez ça sur un ordinateur, vous verrez... Le son ne sature pas, les micros ne saturent pas lors de l'enregistrement, c'est le haut-parleur ici qui sature. Bon, un peu bizarre et ça fait un peu bas de gamme, mais bon. Ici, on a le support pour mettre un trépied, une vis, quoi, par exemple. Ici, on a le cache, voilà, qu'on peut ouvrir comme ça. Il est pas, il faut l'ouvrir et ensuite il faut le lever, vous voyez. Là, on a la carte mémoire qui n'y en a pas, là, mais elle est censée être ici. Et là, on a la batterie qui s'enlève en poussant le petit truc bleu ici, le petit outil bleu, entre guillemets. La batterie, c'est une NP-BX1. Oups, voilà, je vais y arriver. Voilà, donc assez classique, on retrouvait dans le RX1, RX1R de chez Sony, et aussi tous les RX100, RX100 Mark II, mais aussi dans le Sony HX50, HX50V, HX60V, etc. Et c'est une batterie qui fait très précisément 1240 mAh. Et elle a une belle construction, vous voyez, elle a une finition un peu en métal. Elle est pas très grande, hein. Là vous devez avoir du mal à vous imaginer derrière votre écran, mais elle est pas très grande. Et l'autonomie, je vais en parler tout de suite de l'autonomie tant qu'on y est. Sincèrement, je la trouve plutôt bonne personnellement. Ça dépend de quel milieu vous venez. Si vous venez d'un gros réflexe avec un grip, avec 2 batteries externes, ça vous semblait très léger. Mais je trouve que pour une journée de photographie, c'est suffisant. Si vous partez en voyage pendant une journée, vous pouvez faire largement une journée sur une batterie. Officiellement, l'autonomie est annoncée de 320 photos avec l'écran et 220 avec le viseur. J'ai pas fait ces mesures-là par moi-même, j'ai plutôt fait avec mes propres mesures. J'ai constaté qu'effectivement le viseur consommait plus, vous avez une moins bonne autonomie en utilisant le viseur que l'écran, ce qui peut surprendre au premier abord, mais c'est comme ça. Mais je trouve que l'autonomie est plutôt bonne, excepté si vous faites de la vidéo. Si vous faites beaucoup de photos et de la vidéo, là vous arriverez à court de batterie. Cela dit, une batterie NP-BX1 ici, là, coûte 50 € sur le site de Sony, mais entre 25 et 30 € sur Amazon par exemple.
Donc si vous vous sentez à court de batterie, régulièrement, vous pouvez très bien investir dans une seconde batterie. Voilà. Sinon, on n'a rien. Ouais, on n'a rien de particulier, excepté ici, alors ça m'a fait halluciner. Donc juste en dessous de la vis, on a un tout petit trou. Et en fait, ce petit trou, il y a une petite LED en dessous d'accès à la carte mémoire. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mise là. C'est complètement aberrant qu'on en a une ici, mais elle est là au cas où. Bon, c'est particulier, mais bon. Voilà, donc sur le dessus, on a ici le viseur, donc, qui se déploie comme je vous ai montré comme ça. On a une petite mention de RX103, donc RX100 Mark III. Exmor R, donc ça c'est le capteur. Compatible, enfin il filme en AVC HD. Là on a le Cybershot. Hein. Ici on a un petit slider qui permet de sortir manuellement le flash. Vous voyez, donc on a un système assez bien pensé. Quand on tire sur là, vous voyez, ça ouvre ça tire deux petits trucs en plastique qui libèrent le flash. C'est un système plutôt pratique. J'aurais aimé que dans l'interface, il y ait une option qui permette de libérer le flash de façon logicielle plutôt que mécanique. Voilà. Bon. Ici, on a la molette qui permet de sélectionner les modes. Alors, on a le mode P, le mode A qui correspond à Aperture en anglais, ce qui veut dire priorité ouverture, S comme speed, priorité vitesse, le mode manuel, Manual Recall, qui veut dire tout simplement en fait les modes manuels que vous pouvez préenregistrer. Le mode vidéo, auquel on reviendra un peu plus tard, le mode panorama, qui est plutôt bon, le mode scène classique, le mode automatique, intelligent, et le mode intelligence supérieure qui, lui, prend plusieurs photos et les compile en une seule pour avoir un meilleur contraste, une meilleure exposition, etc. Ici, on a le bouton on-off, vous voyez, tout simple. Ici, on a le flash comme vous l'avez vu. Ici, on a le bouton qui permet de prendre des photos, évidemment. Donc, un petit coup focus et vous appuyez complètement, ça prend une photo. Et là, on a le zoom, moins ou plus. Le zoom, notamment, je vous le précise tout de suite, peut se faire également avec la bague d'objectif ici. Là, voilà. Et là, on a le viseur. Et finalement, on a les deux micros ici. Alors, les micros. Le son qu'ils produisent est assez bon. Sincèrement, c'est correct. Il ne sature pas, comme je le disais tout à l'heure. Cependant, je regrette énormément, c'est un des défauts de l'appareil, je le dis tout de suite, qu'il n'y ait pas de moyen d'enregistrer avec un autre micro. Sur le RX100 Mark II, c'était possible parce qu'à la place du flash qui est ici, on avait une prise multi-interface qui permettait de connecter un micro externe Sony, voire même des micros Bluetooth qui existent chez Sony. On a le récepteur ici, on a un micro Bluetooth. Et là, ce n'est absolument pas possible parce que l'interface, la prise multi-interface a complètement disparu de l'appareil. Elle a été remplacée par le viseur en quelque sorte. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que vous verrez dans la partie vidéo, cet appareil filme très très bien. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre de micro externe parce que le son n'est pas parfait. Il est bon, mais il n'y a rien d'excellent. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre un très bon micro raccordé à cet appareil. Donc ça fait partie de mes demandes dans le RX100 Mark IV. S'il pouvait mettre une prise jack pour connecter un micro externe, ça serait vraiment super. Et finalement, sur l'arrière, on a évidemment l'écran là qui est bourré de traces de doigts. Alors l'écran il est super parce qu'il est orientable. Alors il est orientable vers le bas. Donc là vous avez un petit truc ici qui vous permet de le tirer comme ça vers le bas. Il peut s'incliner jusque comme ça. Vous voyez, ça peut être très très pratique. Et surtout, il peut s'incliner complètement vers le haut. Donc vous voyez en dessous, là, on a une espèce de petite encoche qui permet de bien mettre son doigt dedans et de le tenir fermement. Et vous pouvez le relever, comme ça. Alors je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Vous pouvez le retourner complètement. Alors vous me direz, bah oui, c'est un appareil parfait pour les selfies, effectivement. Mais moi, je vois surtout ça d'un bon oeil pour pouvoir se filmer soi-même. Moi, vous ne vous rendez pas compte de ça sur la chaîne, mais je me filme énormément moi-même. Et cette fonctionnalité, entre guillemets, est vraiment superbe. À noter que quand vous mettez l'écran comme ça, il y a une toute petite partie, alors là, ça va être dur à montrer, mais de l'écran qui est caché. Regardez, je vais vous montrer plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, toute la partie en bas, là, on le voit qui est cachée. Sinon, on a un petit revêtement particulier qui est censé permettre de mieux l'agripper. Alors ça, j'y reviens dans quelques secondes. Ici, on a un bouton Movie qui permet de lancer l'enregistrement de vidéos depuis n'importe quel
mode, où vous soyez, vous n'avez pas besoin d'être dans le mode vidéo pour lancer l'enregistrement. Cependant, ça peut être configurable. Si ça ne vous plaît pas, cette fonctionnalité, vous pouvez désactiver dans les paramètres cette fonction et donc vous ne pourrez filmer que dans le mode vidéo. Ici, on a la touche FN. Alors là, je vais allumer l'appareil. Ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer. On a la touche FN. La touche FN, quand vous appuyez dessus, alors on a plein de réglages. Vous voyez, donc là, on a entraînement, pardon, j'ai fait des bêtises, mode flash, correction de flash, mode mise au point, option de dynamique, balance des blancs, mode de mesure, etc. Cette touche FN, elle amène à plein de réglages, vous voyez, qui sont configurables. Pour régler les fonctions, les réglages de cette touche fonction, il suffit d'aller dans le menu, d'aller dans la roue codeuse tout en haut, là, vous voyez, dans les 6 menus qui est en haut, vous allez dans la roue codeuse, vous allez dans le 4e volet, et vous réglez, et vous allez sur réglage menu fonction. Et là, vous avez, vous voyez, tous les réglages que vous pouvez avoir. Donc par exemple, si vous prenez fonction supérieure 2, vous choisissez, et vous pouvez choisir parmi des tas et des tas et des tas de réglages. Il y a à peu près tout ce qu'on peut espérer, donc si vous voulez voir précisément ce qu'il y a, vous pouvez ralentir, mettre pause dans la vidéo, voilà, je vous refais un tour. Et ça, il faut, je trouve, si vous achetez cet appareil, il faut passer un peu de temps à le configurer, et ça vous permet d'avoir votre appareil à vous, habitué à vos habitudes, et ça peut être vraiment, vraiment très pratique pour faire des réglages rapidement. Ensuite, on a la touche menu ici, donc, qui est assez marrant, parce que menu c'est écrit, mais comme c'est arrondi ici, vous voyez, c'est un peu, voilà, bon, c'est un petit détail, qui amène au menu, tout simplement. Là, on a une roue codeuse, qui vous permet, voilà, elle fait un petit bruit sympathique. Voilà, elle vous permet de régler beaucoup de choses, hein. On y reviendra tout de suite dans l'interface photo, mais elle peut régler l'ouverture, la durée d'exposition, les ISO, etc. Ici, on a une touche display, donc c'est très intéressant d'avoir cette touche display là, qui n'est pas configurable. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas configurable? Eh bien, parce que les touches droite, gauche, bas, centre sont tout à fait configurables. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a le retardateur et le mode rafale, plus ou moins. Mais en fait, quand j'appuie là, bah là, moi, j'ai mon mode de mise au point. Et pourquoi ça? Parce que c'est tout aussi configurable. Ça, pareil, vous allez dans le menu, 4e volet de la roue codeuse, réglage touche perso. Là, vous avez bac de commande, donc la bac de commande, c'est ça. La touche C, qui est là. La touche centrale, donc c'est celle-ci. La touche gauche et la touche droite. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. La touche bas ne peut pas être configurée, ce qui est dommage. Mais bon, la touche gauche, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de réglages. Vous voyez, là, pareil, vous mettrez pause si vous cherchez un réglage précis. Et vous avez énormément de réglages qui peuvent être configurés. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Et la touche droite, c'est pareil. Donc moi, j'ai mis mes ISO à droite, voilà. Et j'ai mis mon mode de mise au point à gauche. Donc là, c'est super. On a tous les modes de mise au point. Et c'est très rapide. Dans n'importe quelle prise de vue, je suis là, clac. Et puis je peux choisir pour mettre en focus manuel très rapidement. Et ça, c'est absolument génial. Voilà. Sinon, donc ça, les fonctions qui sont indiquées là, c'est pas forcément celles que vous aurez, puisque, comme je vous l'ai montré, là, on peut les configurer. Ici, on a la touche C, qui, comme je viens de vous montrer, peut être configurée. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis tout simplement les effets de photo. Donc vous en avez plein. Mon préféré, personnellement, c'est celui-là, monochrome contraste élevé, qui peut permettre de faire de très très jolies photos avec de très beaux effets. Voilà. Donc ça c'est super, mais vous en avez plein, hein, des effets de photo, hein. Toy Camera, vous voyez, bah, vous pouvez le voir là, hein, le sujet n'est pas forcément très intéressant, mais ça peut vraiment donner des beaux effets, quoi. Il y en a des Toy Camera qui peuvent être très amusants, etc. Voilà. Et alors finalement, on a la touche Play, là, qui permet de visualiser les photos et les vidéos que vous avez prises avec cet appareil. Et il y a un petit détail intéressant, c'est que là, vous voyez l'appareil complètement éteint. Si vous appuyez là, vous voyez, l'appareil s'allume. Donc là, j'ai pas de photo parce que j'ai pas de carte mémoire, mais quand vous appuyez là, l'appareil s'allume sans que vous ayez besoin d'appuyer sur on-off et l'optique ne se déploie pas. Ça peut permettre de vous montrer vos photos sans vous embêter avec l'optique derrière, etc. Donc ça, c'est une très bonne idée, je trouve, de la part de Sony. Bon, et si on parlait enfin de la prise de photos et de la qualité des photos sur ce petit RX100 Mark III? Honnêtement, je vais pas trop m'attarder sur les modes automatiques. Là, vous voyez que je suis en mode automatique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options sympathiques disponibles. Et si vous achetez un tel appareil, c'est quand même pour utiliser les modes au moins priorité ouverture, priorité vitesse, voire manuel. Alors là, je vais vous faire une démo avec le mode priorité ouverture parce que je le trouve très sympa. Mais c'est valable pour la plupart des modes, hein, ici, hein, enfin les modes PA, SM. Donc faites comme si c'était valable pour tous les autres modes. Ce qui est sympa avec cet appareil,
c'est que vous avez la bague ici qui est configurable et celle-ci aussi. Alors, sur la bague ici, cette bague ici, je la trouve très bonne pour des choses comme du focus manuel. Parce que si vous regardez bien, là je l'ai mis en focus manuel, vous voyez, avec mon réglage ici, pardon. Voilà. Elle est très agréable parce que là vous pouvez régler, vous voyez, très rapidement. Vous pouvez passer du macro maximum au mode infinité. Vous voyez, peut-être vous regardez mes doigts, en un quart de tour, vous passez de l'infinité à la plus grosse macro. Et ce qui est sympa, c'est que vous voyez, ça zoome énormément. Donc on a un zoom 8,6 fois qui permet d'être sûr que la mise au point est bonne. Et qui permet de vous aider, voilà, vous voyez. Là, je fais la mise au point sur ma pièce. Et là, ça zoome énormément, ce qui permet de me rendre compte si ma mise au point est bonne. Une fois que la mise au point est bonne, voilà, vous pouvez lâcher et faire votre photo, bam, votre photo est capturée. Donc ça, c'est très sympa. Par contre, je trouve que pour des choses comme l'ouverture, elle n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que regardez, là je suis en ouverture, dans la plus grande ouverture, f1.8, je veux passer à f11, la fermeture la plus petite. Et bien regardez combien de tours je suis obligé de faire pour réussir à atteindre f11. C'est absolument énorme, et vous perdez un temps fou. Regardez, c'est vraiment pas pratique, donc c'est un problème software, hein. Parce que Sony pourrait régler de façon à ce que ça aille plus vite, la fermeture se fasse plus vite du diaphragme. Mais vous voyez que je trouve ça très mal fait. Surtout que ici, si vous utilisez cette molette-là pour gérer l'ouverture, vous voyez que vous pouvez aller beaucoup plus vite. Elle est bien plus pratique pour gérer l'ouverture. C'est pour ça que moi, en fait, généralement, je me sers de cette molette-là pour l'ouverture et de la molette derrière pour gérer mon focus, par exemple. Alors ça, c'est une note sur cette bague de réglage ici. Celle-ci, je la trouve très bonne, elle accroche bien le doigt. Elle est un peu petite, mais elle accroche bien le doigt. Elle est très agréable, vous pouvez régler plein de choses avec, c'est vachement sympa. En dehors de ça, l'appareil est très agréable pour prendre des photos. Excusez-moi. Vous voyez qu'il n'y a pas de poignée. Il y a beaucoup de sites qui s'en plaignent. Pour moi, ce n'est pas un problème dans le sens que... en fait, l'appareil est quand même assez léger, donc même si vous le tenez à une main, vous l'avez bien en main, vous pouvez l'agripper tout de même. C'est pas aussi confortable que si on avait une vraie poignée ici, hein, on est d'accord, mais ça reste suffisant. Cela dit, tout de même, la prise de photo est quand même bien plus agréable avec deux mains pour l'utiliser. Mais ce sera forcément plus pratique avec deux mains puisque vous pourrez utiliser la bague de réglage ici et celle-ci facilement. Vous voyez, là c'est très agréable à deux mains, mais c'est toujours possible à une seule main. Pour info, ce type de menu et d'apparence, de réglage, etc. sur cet appareil provient des appareils encore plus haut de gamme de chez Sony, type Sony Alpha 99, Sony RX1, RX1R, etc. Et ça nous permet d'avoir des options vraiment sympathiques. Parmi elles, je pense par exemple aux ISO. Les ISO, vous pouvez les régler en auto ou en manuel, évidemment, mais vous pouvez également les régler en ISO auto entre deux niveau minimum et maximum. Donc là j'ai mis à 125 au minimum, on peut pas aller en dessous, et le niveau maximum 800, mais vous pouvez le régler bien plus si vous voulez. Mais moi j'ai mis ça pour être sûr de ne pas avoir de bruit apparent sur mes images. Et ça c'est une option très sympa qu'on trouve généralement sur des réflexes très haut de gamme, ou même des réflexes tout court. Donc c'est très sympa d'avoir ce genre d'options, et ça permet de prendre des photos facilement et de façon très confortable. Là, dans ma configuration actuelle, je suis en mode priorité ouverture, avec les ISO automatiques entre 125 et 800, je règle manuellement mon ouverture, donc ça permet d'avoir un appareil entre guillemets semi-manuel, semi-automatique, ce qui est vraiment plutôt confortable, encore une fois, pour prendre des photos. Mais à propos de la qualité des images, donc nous avons ici une optique 24-70 équivalent 35 mm, donc une plage focale assez standard qu'on trouve sur beaucoup d'optiques pour réflexes, etc. Et nous avons un capteur d'1 pouce. Alors, sur beaucoup de sites, vous lirez que le capteur d'1 pouce est énorme, etc. Dans les faits, comme vous le voyez sur cette image, un capteur 1 pouce, c'est grand pour un compact, certes, mais c'est pas très grand en tant que tel. On est bien loin de la taille d'un capteur APS-C ou d'un capteur encore mieux plein format, voire moyen format. On est bien en dessous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de contrôle sur la profondeur de champ et globalement une qualité d'image moins bonne. Mais regardons tout de suite quelques exemples pour voir si la qualité d'image est quand même satisfaisante. On commence avec une photo de la tour de Pise. Alors sincèrement, comme vous allez le voir là, les images sont très bonnes. Je rappelle que là, bon, elles sont énormément, la qualité est énormément abaissée à cause de YouTube et du fait qu'on n'est que en 1080p. Mais je vous conseille de regarder dans la description le lien de mon compte Flickr qui vous permettra de regarder ces images en haute définition, en pleine définition plutôt.
Vous voyez que la qualité d'image est très bonne, hein, elle sera encore meilleure si vous regardez sur Flickr, encore une fois. Le filtre noir et blanc à haut contraste est très bon, il permet de faire de belles photos en noir et blanc, très contrastées donc. La large ouverture et le capteur relativement grand permet de faire des très belles macros comme celle-ci. Vous voyez, elle est magnifique cette feuille, enfin ces feuilles. Et comme celle-ci, ça permet de faire de très belles images. Le filtre à densité neutre permet d'avoir une ouverture large malgré une exposition, enfin beaucoup de lumière présente dans la scène. Et en termes de conditions de basse lumière, c'est plutôt pas mal, grâce encore à la large ouverture et au large capteur. Voilà, c'est la dernière photo, vous avez tout vu. Il est important de noter que le capteur d'1 pouce fait 20 millions de pixels, mais ces 20 millions de pixels ne sont accessibles uniquement qu'en ratio d'aspect, comme vous voyez, 3,5. Vous avez aussi 4 tiers, 16 neuvième et 1,1, donc carré ici, qui sont disponibles. Si vous passez en 4 tiers, vous passez déjà à 18 millions de pixels en résolution maximale, et en 16 neuvième, vous passez à 17 millions de pixels. A noter que si vous êtes en 20, vous pouvez aussi passer à 10 et 5 millions de pixels. Je voudrais aussi préciser le fait que toutes les photos que je vous ai présentées avant ont été capturées en JPEG en extra fine. En fait, ça c'est 3 différences standard, fine, extra fine, c'est 3 niveaux de qualité de JPEG. À noter que les fichiers en extra fine font tous entre 8 et 25 MO avec une moyenne autour de 15 MO à peu près. Et que si vous êtes en dessous, les fichiers sont bien moins lourds. Moi, je capture tout ça en extra fine et j'ai un petit reproche à faire. C'est que les fichiers RAW sont absolument supportés dans Lightroom, ça c'est un petit détail. Mais si je fais des photos en JPEG et que je veux utiliser les filtres d'effet, très bien, j'active mon filtre d'effet par exemple, contraste élevé, très bien. Je prends ma photo, voilà, ça fonctionne, pas de souci. Si je passe en qualité, en RAW par exemple. Là, évidemment, il ne veut plus me mettre les options d'effet parce que je suis en RAW. C'est normal, on en capture exactement l'image telle qu'elle sort du capteur. Alors je me suis dit, bon bah très bien, je le passe en RAW plus JPEG, comme ça, j'ai le fichier RAW, donc l'image comme elle est en sortant du capteur, et en plus un JPEG avec mon effet de photo. Sauf que non, l'appareil ne supporte pas le fait de rajouter un effet en RAW plus JPEG. Donc ça, c'est un petit défaut, je trouve. C'est dommage qu'on puisse pas capturer un fichier RAW brut et en plus un fichier JPEG avec des effets, etc. Donc ça, c'est un petit reproche, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être qu'avec une mise à jour logicielle, Sony pourrait corriger le tir, mais j'en doute, mais ça serait pourtant sympathique. Troisième et dernière partie, le mode vidéo. Parce que vous le savez, si vous regardez la chaîne, le mode vidéo est important pour moi parce que je filme énormément, que ce soit pour ma vie privée ou pour la chaîne YouTube. Donc je voulais un appareil photo très performant au niveau de la vidéo. Alors, regardons un petit peu de plus près. Quand vous arrivez en mode vidéo, on vous propose, l'appareil vous propose au choix les modes PASM, hein, comme en photo, vous pouvez choisir, donc manuel, priorité vitesse, priorité ouverture ou programme automatique, avec quelques réglages réglables. Je choisis par exemple priorité ouverture. On a une interface qui ressemble énormément à celle qu'on a en photo, qui est quasiment la même, qui est très sympa, très pratique pour filmer. Je vais revenir sur les points intéressants pour la vidéo, ici. En premier lieu, déjà, par rapport au RX100, le premier du nom, et au RX100 Mark II, on a un filtre ND. Et ça, c'est super. Malheureusement, vous voyez, il ne peut pas être mis en auto. Dans aucun mode vidéo, j'ai testé, on ne peut le mettre en automatique. C'est dommage, mais le filtre ND, à quoi il sert? C'est un filtre à densité neutre, ça veut dire. En fait, il laisse passer une petite partie de la lumière qu'il reçoit, et sans l'altérer. Donc, ça fait qu'en fait, ça ne fait que supprimer de la lumière dans votre image. Je vous dirais quel est l'intérêt, on n'a qu'à fermer le diaphragme. Ben oui, mais non. L'intérêt, c'est que vous pouvez laisser le diaphragme ouvert à fond, l'ouverture par exemple à f1.8, vous voyez, tout en mettant le filtre ND, comme ça vous permet de filmer en conditions de haute luminosité et d'avoir un bokeh, un flou d'arrière-plan plutôt sympathique. C'est ça l'intérêt du filtre ND. Il fonctionne très bien. Là, ça se voit, c'est pas démontrable ici l'utilité, mais là, vous voyez clairement qu'il y a moins de luminosité. Voilà. C'est plutôt utile quand il y a beaucoup de soleil, etc. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on a de bien? Sur ce RX100 Mark III, on a l'apparition du format de fichier XAVC-S. Alors pourquoi S? En fait, XAVC, c'est la version professionnelle, et XAVC-S, c'est la variante grand public, mais c'est la même chose. Bon, je vais commencer dans l'ordre. Le format MP4, il est intéressant parce qu'il n'est pas très lourd comme type de fichier pour filmer. Mais il compresse énormément. Le format AVC HD, il est bien, mais il a quelques défauts. C'est pour ça qu'il y a le XAVC-S qui permet deux choses.
Alors voilà, déjà la première chose qu'on remarque, c'est que là, j'ai une carte mémoire minuscule de 2 Go et qui nous dit que ça ne prend pas en charge l'enregistrement du film XAVCS. En fait, pour prendre des vidéos en format XAVCS sur le Sony Ericsson Mark III, il faut obligatoirement une carte SDXC de 64 Go, donc minimum. Vous ne pouvez pas moins, même une 32 Go, ça ne passera pas. Je ne comprends pas pourquoi. On pourrait très bien filmer comme ça, mais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas accepté, et c'est bien dommage. Mais bon. Le XAVCS, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de filmer à 50 mégabits par seconde, mégaoctets par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chaque seconde de vidéo pèsera 50 MO. J'ai testé, ça pèse effectivement 50 MO, voire même un peu plus, 51, 52. C'est absolument colossal. 2 secondes de vidéo font 100 MO, pardon. 20 secondes, 1 giga. Donc vous voyez, c'est absolument monstrueux de filmer en XAVCS, mais ça permet d'avoir une qualité ultime, surtout venant d'un petit compact comme celui-ci. C'est ça l'intérêt, mais moi, dans la vie de tous les jours, j'utilise toujours la VCHD parce que le XAVCS est trop lourd et impossible à gérer après sur son ordi avec disque dur. Même si votre ordi est puissant, il faudra un stockage énorme et c'est compliqué à avoir, même aujourd'hui quand même, en termes de coût. Mais le XAVCS, il peut servir quand même d'appoint, enfin, il peut servir de temps en temps pour certaines choses, notamment le fait qu'il permet de filmer à 100 images par seconde. Hein. En variante américaine, c'est 120 images, en Europe, donc en France, c'est 100 images par seconde. Ça peut faire de très beaux ralentis, hein. Vous pouvez faire une vitesse de lecture à 1/4 facilement et avoir une très belle qualité d'image au ralenti. Et ça permet de faire, encore une fois, des ralentis magnifiques. Voilà ce qu'il y a d'intéressant en vidéo avec ce RX100 Mark III. On a aussi une petite fonction, après je vous laisse tranquille, on a enregistrement vidéo double. En fait, si vous mettez ça, il enregistre en même temps en XAVCS et en MP4 ou en AVC HD et MP4 en même temps. Moi je ne m'en sers pas, mais ça peut être utile si vous voulez utiliser des vidéos sérieuses en très bonne qualité pour un montage, mais que vous voulez envoyer les rushs à quelqu'un par mail et avoir un fichier MP4 beaucoup plus léger. Voilà l'intérêt, mais moi ça ne me sert pas particulièrement. Sinon, on a tout, on peut tout régler manuellement. Vous voyez, on a un focus manuel, on peut le mettre en manuel, le focus, en vidéo, vous voyez. Par contre là, on n'a pas d'aide aux mises au point. Vous voyez qu'il n'y a pas de zoom comme en photo, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu dommage. Je tourne la lentille, enfin la bague de réglage devant là, pour régler le focus. C'est un peu difficile de faire le focus manuellement à l'écran parce qu'il n'y a pas d'agrandissement, donc on a du mal à se repérer. Mais voilà, on a tous les réglages, on peut tout régler, les ISO, on peut les mettre en automatique ou manuel. À noter qu'en vidéo, vous ne pouvez pas descendre à 80 et 100 ISO, vous êtes obligé de partir à 125 minimum. Vous pouvez également les régler en auto, mais entre 2 points définis, comme je vous ai montré tout à l'heure en photo. C'est vraiment super. Pour filmer, il est très agréable. L'écran qui s'oriente est très agréable pour filmer différentes scènes. Hein. Si vous êtes assis, vous filmez quelqu'un qui est devant vous, vous pouvez le poser sur vos genoux par exemple et orienter l'écran comme exactement ici, ce qui vous permet de ne pas avoir à vous tordre pour voir l'écran, c'est super. Il y a un truc absolument génial sur ce RX100 Mark III, c'est le stabilisateur. En fait, vous avez plusieurs niveaux. Il suffit d'aller dans le menu quand vous êtes en vidéo. Dans le 6e onglet des réglages en photo, vous avez Steady Shot. Vous pouvez le désactiver complètement si vous le souhaitez, mais si vous l'activez, vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode standard qui stabilise déjà plutôt bien, comme vous le voyez. Mais après, vous avez d'autres modes. Parmi eux, enfin, dans les autres modes de stabilisation, vous avez Active. Donc, il pourrait essayer de l'anglais, mais ça pourrait être plutôt actif en français. Vous voyez que ça rogne un peu, mais que ça stabilise encore mieux que le standard d'avant. Vous voyez que je bouge quand même pas mal et que c'est quand même assez stable par rapport au mouvement que je fais. Et alors, si on met carrément dans le 3e et dernier mode, enfin 4e et dernier mode de Steady Shot qui est actif intelligent, là ça rogne encore la photo en plus, enfin l'image, et quand vous filmez, certes c'est fort rogné, mais là vous êtes hyper stable. Vous voyez, je fais un mouvement très ample et pourtant on a l'impression que ça ne bouge quasiment pas en vidéo. Donc pour ça, le stabilisateur de cet appareil est absolument génial et c'est hallucinant à utiliser et d'un confort extrême. Il y a juste un défaut qui est énorme en fait, c'est que j'en parlais en début de vidéo, il n'y a pas de moyen de mettre autre chose, de prendre le son autrement qu'avec les 2 micros internes. Alors, le son est pas mauvais de ces micros, je vous le montre tout de suite avec ce petit extrait.
le son est correct, mais il n'est pas extraordinaire. Quand on est dans une scène calme, même si vous ne l'avez pas vu, on a un petit souffle en fond qui est assez désagréable. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas mettre un micro externe via une prise jack. Ou même avant, hein, sur le RX100 Mark II, on avait ici la prise multi-interface qui permettait de connecter un micro externe et ainsi avoir une meilleure qualité sonore. Donc ça, c'est un des défauts de l'appareil. Pour moi, il faut bien en trouver, mais ça, c'est un des défauts. J'espère que sur le RX100 Mark IV, Sony inclura une prise micro, une prise casque aussi, si possible, ici. Je pense qu'il y a encore la place dans l'appareil. Hein. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses dedans, avec le viseur, etc. Mais je pense que Sony pourrait faire un effort là-dessus. Et s'il y avait une prise casque et surtout micro, ça permettrait d'avoir un peu le compact de poche ultime pour filmer. Mais cependant, au niveau qualité d'image, il est vraiment déjà excellemment bon, comme vous l'avez vu. Sincèrement, c'est très très bien pour un compact. Mais tout de même, je trouve pas ça aussi impressionnant que la qualité des photos. Moi, je venais d'un Sony HX9V, qui est très grand public et qui est un peu âgé maintenant. C'est avec lui que je filme encore actuellement. Et je vous assure, quand j'ai vu les photos du RX100 Mark III, j'ai été complètement halluciné. Hein. C'est bluffant la qualité, surtout d'un petit compact comme ça. Mais honnêtement, la qualité vidéo est excellente, mais elle n'est pas impressionnante par rapport à un compact grand public comme j'ai actuellement avec lequel je filme. Elle est très bonne, encore une fois, mais pas excellente, enfin pas impressionnante plutôt, mais elle est excellente. Sinon, vous voyez que l'appareil pour s'allumer est très rapide. Ça, j'en parle maintenant parce que j'en ai pas parlé avant. Et c'est vraiment un confort incroyable de pouvoir l'allumer aussi rapidement. Et donc, je crois qu'on a fini sur cette partie vidéo. Pour conclure sur ce très long test du RX100 Mark III, je dirais que cet appareil est excellent. Vous l'avez vu durant tout le test, c'est vraiment un très bon appareil sur tous les points, aussi bien en photo qu'en vidéo et aussi sur le confort d'utilisation. Cependant, je vais essayer de répondre à une question simple, c'est est-ce qu'il faut l'acheter ? Eh bien, ça dépend de ce que vous cherchez. Je dirais que si vous cherchez un appareil très performant en vidéo et en photo et compact à la fois, eh bien sincèrement, c'est le bon choix, malgré le fait qu'il soit cher. Cependant, pour le même prix, voire un peu moins cher, vous pourrez avoir un petit réflexe d'entrée de gamme qui produira de meilleures photos, parce qu'il aura probablement un capteur plus grand, de type APS-C. Et donc si vous cherchez de la qualité d'image prioritairement, je vous conseille plutôt de vous tourner vers un petit réflexe d'entrée de gamme. Mais si vous cherchez un bon appareil compact, eh bien tournez-vous vers celui-ci, ou alors tournez-vous vers le RX100 qui est beaucoup moins cher, ou le RX100 Mark II, qui restent des choix fantastiques, même s'ils ont des choses un peu moins bonnes, il n'y a pas de viseur, l'optique est un peu moins bonne, ça reste de très bons appareils photo qui font de très belles photos. Donc, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'espère que ce test vous a plu. Je suis désolé de l'avoir fait si long, mais je trouvais que c'était important d'en faire un détaillé parce qu'il n'y en avait pas en français sur internet d'aussi détaillé. Mais voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à bientôt.